tous, Esprit Sport est de retour pour étancher vos soifs de sport, vous qui suivez vos équipes et vos athlètes dans les bons et dans les mauvais moments. Alors nous, on passe toujours de très bons moments avec notre partenaire, le Dauphiné Libéré, et sa plume qui est pour nous d'abord la voix de la sagesse, le journaliste Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et bienvenue, et notre journaliste qui mouille sa chemise pour vous faire découvrir les dessous des disciplines. Il a récidivé d'ailleurs pour vous ce soir, on va voir ça dans un instant. Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille. Notre journaliste à Télé Grenoble. Et avec nous ce soir un athlète souvent en vue en été, mais les pistes se couvrent heureusement pour la saison en indoor, qui bat son plein d'ailleurs pour le décathlonien Bastien Ozeille. Bien, bonsoir. Ça y est, je l'ai bien dit. C'est bon. En fait, voilà, normalement, je vais t'appeler Martial toute la soirée. Voilà, qui est le nom de ton papa. On va revenir bien sûr là-dessus, sur ton actualité, ta carrière. Dans un instant, pour l'instant, c'est l'essentiel de l'actu. Pascal Maria, bienvenue sur Esprit Sport. Paris gagné, objectif dépassé. Alexandre Giroud espérait terminer le Dakar dans le top 10. Il se classe 4e et premier français à 4 h 2 minutes et 41 secondes de l'Argentin Caviliasso. Skopje inscrit son nom au palmarès des Masters de handball de Grenoble. Les Macédoniens ont pu se défaire in extremis des Espagnols du Bidasoa Irún, 32-31 après une finale au coude à coude. Côté isérois, le GSMH 38 termine 4e avec les honneurs. Les Martinérois ont tenu la dragée haute à Istres, une équipe d'élite en petite finale, perdue seulement 26-28. Et un nul à l'extérieur pour le GF38 qui va mieux. Les Grenoblois font jeu égal avec Niort, un but partout, et c'est Florian Sotoka qui remet ses coéquipiers sur les rails. Du très haut niveau de bas au Charlet, le tournoi de Mélan a réuni la crème du badminton français. Christo Popov s'impose chez les hommes, Delphine Lansac chez les dames. On vous en parle une fois et on l'oublie. Pas un match mais un non-match pour le FCG Rugby face à Trévise pour clore la Challenge Cup. Sans enjeu certes, face à la meilleure équipe d'Italie certes, les Grenoblois se sont montrés peu combatifs et bien émoussés. On retient l'essai conclu par le centre Étienne du Sartre. Bilan comptable 7-39. Et un clin d'œil pour terminer, Grenoble est bien la terre de tous les hockey. Sans patins, sans roller, mais avec des baskets. Les hockeyeurs sur gazon s'en donnent à cœur joie et été comme hiver. Au Hockey Club de Grenoble qui recevait ce week-end les étapes des championnats régionaux U10 et senior hommes. À l'ombre des disciplines plus médiatisées, mais avec une passion insatiable. Et on va d'ailleurs en apprendre plus prochainement dans Esprit Sport sur ce fameux hockey sur gazon, pas sur gazon hein, d'ailleurs Mathias. Oui, pas sur gazon, c'est pas la saison. Non, exactement, la saison des gymnases. Et tout de même, Éric, Alexandre Giroud, qui espérait figurer dans le top 10, c'est fait et c'est encore bien mieux. Il n'est pas sur le podium, mais c'est pas bien important. Non, mais après deux 11e places, il ambitionnait effectivement une place dans le top 10. Et c'est bien mieux que ça, parce qu'il finit 4e, derrière des spécialistes. Il nous a expliqué que le vainqueur, l'Italien, est un pilote professionnel. Argentin, pardon, j'ai dit quoi. Oui, et exactement, qui est professionnel, donc, qui a un nom italien, comme beaucoup d'Argentins d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Voilà, donc lui, avec ses petits moyens, avec sa petite structure, il s'en avait très bien sorti et il est très satisfait de sa performance. Pour la première fois avec un assistant, donc. Avec un mécanicien, effectivement, que ça lui a apporté, on l'a vu, ça lui a permis de rentrer dans le top 10. Oui, en tout cas, c'est vachement bien. On est bien content pour notre pilote isérois qui était venu se confier ici sur le plateau il y a quelques semaines. Allez, on passe aux chiffres de la semaine. Et très inspiré, Éric Clerc, c'est le chiffre... Le chiffre 1, puisque les footballeurs grenoblois ont inscrit un but à Niort samedi dernier. Donc, alors, ce n'est pas si anecdotique que ça, parce que les Grenoblois restaient sur 4 matchs sans but. Donc, voilà, c'est une performance qui ne leur a pas permis de l'emporter à Niort, mais c'est quand même un bon mieux le ramener de l'extérieur. Et ce sera une performance à renouveler dès vendredi prochain avec la réception d'Ajaccio. Alors, moi, je demande tout de suite à Monsieur Foot sur Télé Grenoble, Mathias, ça fait 4 matchs sans victoire. Oui, 4 matchs sans victoire, mais on relance une bonne dynamique. Côté GF38, c'est vrai qu'ils étaient bien émoussés après le match contre Strasbourg qui était allé jusqu'en prolongation. Un point à Niort, c'est vraiment une bonne performance.
Bon, eh bien super, on va suivre ça avec notre GF38. Toujours un petit passage aussi, ils ne pouvaient pas être tout au top quand même tout au long de cette saison, qui sont très très bien commencés. Quand même les promus qui accrochent direct. Ils sont toujours septièmes, ouais. donc au contact des premiers. Ils rêvent toujours d'une place de barragiste à la fin de saison. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce match nul les rapproche un petit peu plus du maintien et c'est surtout l'essentiel. On prend des nouvelles des brûleurs de loup tout de suite. Nos brûleurs de loup qui gagnent, c'est pas inédit. Ils ont gagné, mais ils ont surtout pris leur revanche sur les Gapençais, qui avaient eu l'outrecuidance de venir s'imposer vendredi à Pôle Sud, 4-2, et les Grenoblois, 2 jours plus tard, leur ont rendu l'appareil en allant s'imposer à l'Alperne Arena sur le score de 4-1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont meilleurs à l'extérieur en ce moment? Ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'avance sur le 3e et qu'ils préparent les playoffs tout doucement. Toujours Grenoble et Rouen en tête. Toujours. Pas de surprise pour les phases finales alors. Il en sera de même jusqu'à la fin de la saison. On l'espère en tout cas pour les Grenoblois. Oui, en tout cas, ça veut dire aussi que Grenoble devrait recevoir aussi en play-off. Ils devront recevoir, oui, jusqu'à la finale. Exactement. C'est ton truc un peu, Bastien? Le hockey sur glace? Ouais, le hockey, je suis. En plus, on a de bons résultats quand même avec les brûleurs de loup. Donc, c'est sûr que je suis particulièrement le hockey sur glace, mais tous les sports collectifs en général, les sports co de l'agglo. Le dernier titre des brûleurs de loup, est-ce que tu t'en souviens? Ah, ça remonte un peu quand même. C'était en 2014, je dirais. Non, on faut remonter encore un peu plus loin. Ouais, bon, C'était en 2009 le dernier. 2009, titre ah de ouais, champion. c'est une éternité en fait. Il y a eu des finales. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de finales, c'est pour ça que je C'est pensais ça. qu'il y avait quand même eu un titre dernièrement, mais bon. Non, il y a eu finale en remonter à plus 2012 loin que ça, et l'an dernier. Exactement, donc c'est peut-être Voilà, pour c'était cette année. Espérons-le. Exactement, nous aussi. Et puis retour au bercail, depuis le temps qu'on l'attendait, d'un Grenoblois emblématique, formé ici au Brûleurs de Loup, une famille de hockeyeurs grenoblois, c'est Sacha Treille. Oui, alors je ne sais pas si on l'attendait en tout cas, mais c'est une bonne opportunité pour les BDL. Nous, on est chauvins et on les aime bien, cette famille. Voilà, donc Sacha avait quitté le club en 2008, club dont il était capitaine. Donc c'est une excellente recrue pour les BDL à quelques matchs des playoffs. Donc, et c'est pas le seul, hein. Il y a eu Antonin Manavian déjà, il y a eu aussi Kyle Hardy. Donc 3 joueurs qui connaissent parfaitement la maison grenobloise, le vestiaire grenoblois. Et ils arrivent à point nommé avant d'aborder les playoffs, effectivement. Manavian qui, lui, a été champion de France avec Grenoble. Sacha, lui, a gagné la Coupe de France en 2008 avec Grenoble. Il était parti ensuite. Je crois qu'il était tout jeune en 2007. Je ne suis pas sûre qu'il ait ce titre de champion de France. En tout cas, c'est l'occasion, cette année, effectivement, d'avoir un super collectif avec nos brûleurs de loup. Le hockey sur glace, on connaît déjà bien. Mathias va nous faire découvrir un sport encore un petit peu moins connu. Et une fois n'est pas coutume du tout, Mathias donc se jette encore à l'eau. Oui, je me suis jeté à l'eau, pas vraiment cette fois. J'ai laissé mon maillot de bain au vestiaire. Je suis allé voir le water polo à Pont-de-Claix, à Flottibule, parce que c'est un sport qui est toujours bien impressionnant. Ça ressemble un peu au handball, mais pas vraiment. Je voulais voir ce qui se passait un peu sous l'eau grâce à ma GoPro. Et on a essayé de voir. On est allé rencontrer le club le plus performant de la région. Le Pont-de-Claix-Guc, water polo tout de suite. C'est le premier sport collectif français à avoir obtenu une médaille olympique. C'était en 1924. Depuis, le water-polo reste assez confidentiel. Avec ses 15 000 licenciés et sa centaine de professionnels en France, il reste bien loin du sport business et ne s'en plaint pas. On arrive à fonctionner comme ça, avec des budgets qui sont ceux qui sont, mais qui nous permettent de faire de belles choses. On est surtout sur des valeurs sportives, éducatives, parce que les jeunes, malheureusement, certains sports ont perdu ces valeurs et c'est dommage pour eux. Au premier coup d'œil, le parallèle avec le handball est évident. Le nombre de joueurs est le même et les deux sports partagent certaines règles. Pour les sensations et la combativité, les poloistes se rapprochent plutôt du rugby. C'est un sport très physique, qui demande de grosses conditions athlétiques et en dehors de ça, qui demande aussi beaucoup de technique. On a l'habitude d'évoluer dans un milieu terrestre et du coup on a beaucoup plus de choses à apprendre dans l'eau. La piscine aquatique, ouais, c'est vraiment important parce qu'il faut accepter de se faire couler, il faut accepter
de combattre contre un adversaire et en plus dans un élément qui n'est pas forcément habituel pour tout le monde. Donc si on n'est pas à l'aise dans l'eau, c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Bye bye baby, remember you're my baby when they give you the eye, although I know that you care. Pour rendre le sport plus attractif, la Fédération internationale fera évoluer les règles à l'été prochain. Objectif, jouer plus vite et toujours plus de spectacles. I'll be gloomy. Pour la musique, normalement, notre génération, elle comprend encore à peu près. Voilà. Normalement, vous aurez compris que c'est lié un petit peu à une pub pour une bouteille d'eau, d'ailleurs, qui avait emprunté ces images dans l'eau. Des joueurs qui sont là depuis plus de 12 ans, d'ailleurs, pour certains. C'est un club de fidèles. C'est un club de fidèles, c'est un club familial qui essaye de construire justement. Là, ils sont en train d'essayer de lancer un centre de formation. Ce que me confiait Luc Vial, c'est qu'ils préfèrent compter sur des jeunes du cru et construire autour d'eux, plutôt que forcément faire venir des joueurs de l'étranger, comme ça peut être le cas dans d'autres clubs. Cette année, ils sont en N2, ils sont plutôt bien classés, ils sont toujours deuxième de leur poule. Le week-end dernier, ils ont battu le leader. Il faut être dans les 2 premiers pour monter en N1. C'est dans les tuyaux pour cette saison. Donc là, ils sont pas mal, là. Ils sont bien. On va peut-être encore fêter une montée. On a déjà fait ça il y a 12 ans, si je me rappelle bien, sur le plateau. Un club qui sait vivre aussi et qui sait célébrer. Eh ben, pourquoi pas cette année? Waterpolo, je ne sais pas si ça sert d'être grand pour ce genre de discipline. En tout cas, ce serait difficile pour moi. Je préfère rester à l'athlétisme parce que ça reste un sport très compliqué, le waterpolo, donc je suis bien les pieds sur terre. Oui, exactement. Peut-être que tu aurais pied et que tu pourrais jouer. Peut-être à voir. Si ça se trouve, ça aide. Faudrait on va se renseigner. Allez, on enchaîne avec toi, tu es notre invité. Alors son nom est donc l'un des plus célèbres de l'athlétisme français quand même, notre invité l'honore, mais il s'est fait un prénom, fils d'une lanceuse de javelot moult fois championne de France, Nadine, et son entraîneur, Martial, donc ton papa. Toi Sébastien, et tu as donc choisi les épreuves combinées d'athlétisme. Alors si je ne me trompe pas, 2 titres nationaux en décathlon, 1 en heptathlon, on peut résumer ça comme ça? C'est l'inverse, il y en a 2 en heptathlon et 1 en décathlon, oui voilà, c'est ça. Ça y est, c'est parti. C'est la première de la soirée. L'heptathlon, c'est pour les épreuves en salle et le décathlon, c'est pour tout ce qui est outdoor, donc sur les stades en été. C'est ça, il faut savoir compter jusqu'à 7 ou jusqu'à 10. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça va, on y arrive normalement. Exactement. Alors, comment ça va pour l'instant? Il fait froid, donc la saison, ça se déroule en indoor. C'est une vraie saison, la saison en salle. Oui, la saison en salle est une vraie saison pour nous. Après, c'est juste que les épreuves sont adaptées. C'est pas des épreuves de 100 mètres, mais c'est des épreuves de 60 mètres, donc les distances sont raccourcies. On n'a pas de lancer. Sur le décathlon, il y a du javelot, du disque et du poids. En salle, on n'a que du poids. Mais voilà, ça reste une saison comme une autre et c'est aussi un moyen pour nous de préparer la saison estivale. Donc voilà, ça nous permet de casser un peu la routine de l'entraînement. Le poids, c'est donc celui qui va le moins loin, peut-être pour mettre un peu moins en danger. Non, ça va, les équipements permettent de lancer le plus loin possible sans danger, bon. Encore heureux. Donc voilà, on essaye quand même de lancer le plus loin possible. C'est vrai que ça dépend qui lance. Avec toi, ça devrait le faire. Justement, tu parlais de la saison en salle. Est-ce que toi, c'est vraiment un objectif à part entière ou c'est vraiment un moyen de préparer ta saison estivale? Alors, pour moi, c'est un moyen de préparer la saison estivale. Mais ceci étant dit, c'est aussi un moyen de voir où on en est, de se tester, de trouver de la confrontation, de mettre de l'intensité. Donc, ça casse, comme je l'ai dit, la routine de l'entraînement. Mais voilà, ça n'empêche pas d'aller chercher des résultats. Il y a les championnats d'Europe en salle qui se déroulent début mars à Glasgow. 2 semaines avant, on a les championnats de France élite. Si je peux aller chercher ma qualification, j'irai avec grand plaisir. Après, il ne faut pas se tromper d'objectif. L'athlétisme, ça reste un sport d'extérieur et la saison estivale est la plus importante. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais est-ce que ce n'est pas mieux d'être en intérieur pour la perche, par exemple? Il y a des disciplines sur lesquelles le record du monde est plus haut en salle qu'en extérieur. Et typiquement, le saut à la perche s'y prête bien parce qu'il n'y a pas de vent, les conditions changent moins. Et c'est vrai que pour ça, la salle, c'est aussi intéressant. Ça permet de trouver des réglages qu'on a parfois plus de mal à trouver en extérieur. Toujours un problème récurrent à Grenoble, c'est le problème des installations, des infrastructures. Quand on est un athlète de ton statut international, est-ce que c'est pas comment on fait pour rivaliser avec les meilleurs qui disposent d'infrastructures plus adéquates? J'ai envie de dire qu'on se débrouille. Ça développe d'autres qualités. Non, c'est sûr que c'est compliqué en hiver quand il faut bêcher le bac de longueur parce qu'il est gelé et qu'on risque de se blesser. Oui, ça pose des problèmes. Sprinter à haute intensité quand il fait moins de degrés, effectivement, ça pose des problèmes aussi. Il y a d'autres villes en France qui ont des salles et sur lesquelles les clubs se développent très rapidement
puisque justement ça permet de s'entraîner dans de bonnes conditions. Nous voilà, on se débrouille, on fait comme on peut, mais ça reste quand même très compliqué. Et quand on est à ce niveau, est-ce que tu n'es pas tenté, malgré ta fidélité pour ton club, d'aller voir ailleurs, à Aubière justement, il y a des infrastructures qui sont largement à la hauteur? Alors j'ai l'avantage de pouvoir partir en stage aussi quand même par biais de la fédération, donc je bénéficie quand même parfois dans l'hiver de bonnes conditions d'entraînement. Après, bien sûr, je pourrais décider de partir dans un club avec une salle et avec de bonnes installations. Après, voilà, moi je suis quelqu'un de fidèle, j'apprécie le club de Grenoble. C'est ici que j'ai pris ma première licence et c'est là que je prendrai ma dernière. Et là-dessus, il n'y a aucun doute, qu'il y ait une salle ou pas. Après, voilà, je m'adapte en fonction. Tu parles de débrouille alors que tu es quand même un nom bien connu de l'athlétisme français. Comment on gère une carrière dans un sport qui passe de la grande lumière à l'ombre le reste de l'année quand c'est pas les JO, quand c'est pas les championnats du monde? C'est sûr que c'est pas évident. On est mis en lumière pendant les Jeux Olympiques, grosso modo. Parfois pendant les championnats du monde, mais déjà plus rarement. Et puis le décathlon, ça reste aussi le parent pauvre de l'athlétisme, donc on est encore moins mis en avant. Ah, un peu moins en ce moment, non? Un peu moins en ce moment, mais bon, quand même, ça reste une épreuve discrète, on va dire, sur le plan médiatique. Maintenant, Kevin fait beaucoup pour le décathlon et effectivement nous met en avant et petit à petit, on sent que ça progresse. Maintenant, je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau-là pour que le décathlon soit reconnu à sa juste valeur, car je suis persuadé que c'est le plus beau sport qui soit. Mais nous aussi, sans doute. Kevin Mayer, tu as une question d'ailleurs à ce propos. Ouais, justement, on va faire le parallèle un peu avec le foot. Griezmann, Ribéry se plaignait à passer un temps de vivre à la même époque que Ronaldo et Messi et de se faire rafler tous les titres. Oui. Est-ce que c'est dur? C'est un sentiment similaire par rapport à Kevin? Non, je peux pas dire que ce soit le même sentiment. Bon, déjà, Kevin, c'est un ami, donc je m'entends très bien avec lui. On a de super relations. Après, il fait énormément pour notre sport quand même. La mise en avant du décathlon est phénoménale depuis quelques temps, maintenant qu'il est arrivé au plus haut niveau et qu'il a battu le record du monde. Après, il y a aussi un aspect un peu négatif à ça, c'est que c'est quelqu'un de tellement incroyable et il fait des performances monstrueuses tous les week-ends que derrière, il crée un vrai décalage avec le monde du décathlon. C'est-à-dire que les décathloniens qui font des performances très bonnes, elles semblent lambda aux yeux du grand public qui ne connaît pas forcément trop, parce que justement, Kevin, c'est un individu exceptionnel, quoi. C'est le Usain Bolt du décathlon. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'il y a d'un peu dommage, c'est à nous d'améliorer notre niveau pour vraiment réussir à rivaliser avec lui, et c'est sûr que c'est pas chose facile quand même. En ce qui te concerne, tu as 29 ans. Sur quel point tu essayes encore de progresser? Est-ce que tu tends justement à optimiser tes points forts ou plutôt d'aller chercher un petit peu à combler sur tes points faibles? Alors l'idée, ce serait de faire les deux, évidemment. Mais c'est pas si simple. Alors, on essaye quand même de capitaliser sur les points forts pour qu'ils soient très forts quand même. En général, les points forts tirent le reste vers le haut. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, il n'empêche que moi, à l'heure actuelle, ma plus grosse marge de progression se situe en vitesse. Si on progresse en vitesse, on progresse sur le 100 mètres, on progresse sur le 400 mètres, on progresse au saut en longueur, on progresse au saut en hauteur, au 110 mètres haies. Voilà, donc mon objectif principal, c'est vraiment de progresser là-dessus, pour ensuite gagner des points sur toutes ces épreuves assez facilement finalement. Justement, quelles sont les disciplines sur lesquelles tu as encore de la marge de progression? On imagine qu'il y en a sur lesquelles tu es peut-être au top, d'autres au contraire, où tu as une marge plus importante. Honnêtement, je pense que je suis capable de progresser dans toutes les disciplines. Là où j'ai le plus de marge, ce serait peut-être, effectivement, comme je l'ai dit, sur les épreuves de vitesse, peut-être sur les épreuves de fond aussi. Le 1500 mètres, ça reste quand même une épreuve un peu compliquée pour moi. Voilà, c'est pas ma préférée, c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, je pense que sur toutes les épreuves, je suis quand même capable d'aller chercher encore des points et de progresser à minima. J'ai peut-être une petite question bête, mais est-ce que ça peut être un problème de taille aussi? Je veux dire, il y a des disciplines sur lesquelles ça peut être un handicap ou au contraire un avantage? Je pense ni l'un ni l'autre. Donc quelle est ma question? Non, mais à haut niveau, on retrouve vraiment de tous les gabarits. Alors chacun joue avec son avantage, mais on retrouve des décathloniens entre guillemets petits d'1m80 ou d'1m75 et des décathloniens de 2 mètres. Et tous sont performants avec leurs qualités et leurs défauts. Donc je pense que mon gabarit peut parfois être un avantage et parfois un inconvénient. Voilà, après, je fais avec et je fais en sorte de progresser au maximum avec ce gabarit-là, en tout cas.
Les pentathlons comme le décathlon sont des disciplines avec beaucoup de disciplines, de sous-disciplines plutôt. Toi, tu as commencé par le javelot et le saut à la perche. Tiens donc. Est-ce que tu as une préférence forcément dans toutes ces disciplines? Au départ, oui. Donc, ma préférence allait au javelot et au saut à la perche. C'est ce que j'ai fait en cadet et en junior. C'était vraiment mes épreuves de prédilection, notamment liées au passé de ma mère, effectivement, qui était lanceuse de javelot. Mais maintenant, je m'y retrouve dans toutes les disciplines. En fait, ça varie. Mes disciplines préférées sont celles dans lesquelles je me sens le mieux à un instant T. Donc, ça peut varier d'une saison sur l'autre, sachant qu'il y a quand même un fil directeur, c'est le lancer du poids. Le lancer du poids reste une discipline que j'apprécie fortement, dans laquelle je me sens bien et efficace. Donc voilà, c'est ma petite discipline favorite, quoi. Est-ce qu'il y en a une parmi les 10 que tu détestes, au contraire? Celle-là, elle est facile à trouver, effectivement. Il y en a deux, je te l'accorde, il y en a deux. Il y a le 400 mètres et le 1500 mètres. En fait, c'est des épreuves qui font très mal. Et d'autant plus le 400 mètres, je pense que c'est vraiment une douleur. Le lactique, dans certains sports, on connaît. Et c'est vrai que c'est une douleur difficile. Il faut continuer à avancer malgré la douleur. Et c'est vrai que cette épreuve-là est difficile et crée de l'appréhension avant le départ de la course. Ça aussi, il faut savoir le gérer, du stress. Mais voilà, après, on a avec, comme tu l'as dit, j'ai 29 ans, j'ai de l'expérience maintenant. Et sur 5 km, on peut te battre. Sur 5 km, on peut me battre, effectivement, il n'y a aucun souci. Mon record est de 21 minutes 28. C'est bien la preuve que sur 1500 mètres, je suis déjà pas très bon. Mais alors, plus on allonge la distance et plus je suis mauvais. Donc voilà, je ne me lancerai pas dans un marathon parce que le temps serait vraiment catastrophique. Voilà, je vais m'arrêter à 5 km, ça suffit. C'est relatif. L'équipe d'Esprit Sport de Télé Grenoble à l'Equidène, on va se mettre un défi. Et merci, on va en apprendre un petit peu plus sur toi dans le bonus d'Esprit Sport que vous verrez sur notre site web à la suite de la diffusion de cette émission, ainsi que dans notre émission Esprit Sport de vendredi. Pour l'instant, on regarde le programme du week-end prochain avec Mathias et l'agenda. Et ça attaque fort dès jeudi avec la nuit de la boxe à Malherbe. Donc c'est co-organisé par le GUC Bando Kickboxing et le Ring grenoblois. 14 combats, dont 5 pros. L'organisation attend plus de 900 spectateurs. Il va y avoir beaucoup de spectacles. Vendredi, le GF38 reçoit le Gazélec d'Ajaccio à 20h. Ça va être un match compliqué. L'objectif, c'est renouer avec la victoire pour le GF38 et vite grimper au classement. Samedi, c'est un déplacement compliqué aussi pour le FCG qui jouera en plus à 12h30. C'est chez le deuxième de Top 14, donc le Stade Toulousain, une affiche un peu bien... Mythique. Voilà, mythique pour le FCG. Et puis dimanche, pour les amoureux du ski de fond, la foulée blanche, voilà, qu'on ne présente plus. 5, 10, 20, 42 km, il y en a pour tous les goûts. Et puis il y aura aussi toutes les étoiles du sport du Vercors. Et c'est à Autran, la Exactement. foulée blanche. Voilà. Merci beaucoup, Mathias. Merci, Bastien, encore. Merci à vous. Merci, Eric. Et vous, à la semaine prochaine. Esprit Sport, le bonus avec l'athlète Bastien Oseille, décathlète. Décathlonien, Décathlète ou décathlonien, les deux se disent. Très bien, donc 3 fois champion de France, ça c'est sûr. Exactement. Voilà, y a pas de et souci. toujours avec Éric Clair et Mathias Arès, nos deux journalistes. Je voulais savoir un petit peu plus comment se sont passés tes débuts. Tu as manifestement appris à marcher sur un stade, donc directement en courant d'ailleurs, non ? Pas en courant directement, plutôt en lançant. J'accompagnais ma mère en compétition, mon père l'accompagnait aussi. Et c'est vrai que je me retrouvais très régulièrement à lancer ces javelots sur le terrain annexe, dans l'herbe. Voilà, je m'amusais dès 3 ans à lancer des javelots. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas sur un stade d'athlétisme. Et puis j'y ai pris goût, donc derrière, ça s'est enchaîné. Et j'ai poursuivi avec une licence. Alors c'est une chance, parce que généralement chez les enfants, on ne veut pas qu'ils lancent, à la maison en tout cas. Moi, c'était le contraire. Moi, on m'encourageait à lancer tout ce qui passait. Donc voilà, je suis devenu lanceur très rapidement. Mais toujours très poliment. Très poliment, Voilà. toujours. On ne lance pas de colère. Alors tu es rentré par cette porte d'entrée, mais à quel moment psychologiquement on se dit
je suis assez complet pour tenter le décathlon ou l'heptathlon. C'est quand même des sports où il y a cette nécessité-là. Alors on ne se le dit pas, en athlétisme on a l'avantage quand on commence jeune de faire de toutes les épreuves. Et du coup j'ai eu une formation sur les haies, sur la paire, sur tous les lancers, tous les sauts. Et voilà, en cadet, je me suis essayé à un décathlon de niveau départemental comme ça, j'avais aucune ambition particulière. Et finalement, ça m'a bien plu. Bon, j'ai souffert, hein. J'avais fait 1 minute au 400, 5 minutes 30 au 1500. Enfin, c'était vraiment des temps anecdotiques. Mais ça m'avait bien plu et c'est à partir de là que je me suis dit, ah, pourquoi pas faire du décathlon. Voilà, je l'ai eu dans un coin de ma tête et puis je m'en suis resservi plus tard quand je me suis décidé. C'est pas la difficulté. Pardon. Non, je t'en prie. Avoir poursuivi dans une discipline où tu étais déjà à l'aise très tôt. Tu ne te dis pas, tiens, si je m'étais concentré sur cette discipline, j'aurais pu obtenir des résultats. À la base, c'était ma volonté, c'était de me concentrer vraiment sur une discipline. Je trouvais que le décathlon, ça restait quelque chose de, entre guillemets, on est moyen partout. C'était le sentiment que j'avais. La discipline de ceux qui n'arrivent pas à choisir, presque. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui se dit. Pour les gens qui ne connaissent pas, évidemment. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et effectivement, j'avais cette volonté-là de faire qu'une seule discipline. C'était plutôt du saut à la perche ou du lancer de javelot, mais pour moi, c'était ou l'un ou l'autre. Et puis, je me suis un peu blessé au niveau du coude, donc je ne pouvais plus lancer le javelot. Donc, j'ai fait un peu des haies, j'ai fait d'autres choses. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était aussi sympa de faire d'autres choses. C'était un peu moins barbant. Et puis, comment dire... Ouais, voilà, il y avait vraiment moyen de se faire plaisir sur le décathlon sans se prendre la tête dans un premier temps. C'est vraiment ce qui m'a motivé, en fait, le plaisir avant tout. Et puis après, j'ai eu l'idée quand même de me dire, en fait, mon objectif, ça va être d'être spécialiste dans chaque épreuve. Plutôt que d'être moyen dans chaque épreuve, on peut aussi le prendre différemment et se dire, je vais essayer d'être bon dans chaque épreuve. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu au décathlon, quoi. Alors, comme un golfeur doit être bon à tous les trous de son parcours, toi, comment tu fais pour te préparer à toutes les disciplines? C'est vrai qu'elles font travailler des choses très différentes. C'est sûr qu'elles font travailler des choses très différentes. Après, c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver à l'entraînement entre l'explosivité nécessaire sur 9 épreuves, quand même, et l'endurance qui est nécessaire sur une seule. Voilà. Après, il y a toutes les techniques aussi à appréhender et à affiner. Donc voilà, c'est toute la difficulté du décathlon, mais c'est ce qui fait aussi toute sa beauté. Et c'est ce qui fait que c'est un sport aujourd'hui que j'apprécie tout particulièrement et j'encourage tous les jeunes à en faire parce que vraiment, c'est un sport complet dans lequel il y a vraiment une bonne entente et de belles valeurs. De sport complet, on imagine qu'on arrive à son apogée peut-être un petit peu plus tard que dans les autres disciplines. Toi, à 29 ans, comment tu te situes justement? J'espère qu'on y arrive plus tard. Non, à 29 ans, je pense on va dire que je suis dans la fleur de l'âge. Voilà, un bon décathlonien, il arrive à l'apogée de sa carrière entre 28 et 32 ans. Pour les meilleurs, ça peut aller jusqu'à 34. Voilà, donc je suis vraiment dans mes bonnes années, à moi d'en profiter pour aller chercher de belles choses dans les quelques saisons qui me restent. Rio, t'en as bien profité aussi? C'était une belle aventure? Rio, j'en ai bien profité, effectivement. C'était les premiers Jeux Olympiques, une super expérience. C'est là qu'on comprend pourquoi on s'est donné tant de mal, en fait. C'est en rentrant dans le stade olympique avec les anneaux. Enfin, voilà, c'est celui-là, là. C'est quelque chose de particulier. Ouais, voilà, c'est sûr que ça reste de super souvenirs. Maintenant, à moi de faire en sorte de pouvoir en créer d'autres. C'est aussi cet objectif que j'ai pour les Jeux de Tokyo. Et voilà, enchaîner sur une nouvelle Olympiade. Donc, objectif, les minima. Objectif les minima, mais parce qu'effectivement, il faut se qualifier pour pouvoir être bon. Donc, je vais déjà me qualifier. Mais l'ambition, elle est d'être très bon là-bas et d'aller chercher une belle place meilleure que ma 13e à Rio. En attendant, il y a les championnats du monde aussi à Doha au mois d'octobre prochain. Tu auras l'ambition aussi de rentrer dans le top 10? Voilà, l'ambition pour Doha, pour moi, ce serait de rentrer dans le top 8. Voilà, ce serait d'être finaliste mondial. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, à condition que je mette tous les ingrédients. Je fais en sorte de les mettre chaque jour. Après, on verra le résultat au bout, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est faisable et c'est mon ambition pour cette saison. Une année post-olympique, la pression, elle se gère comment? Une année post-olympique, c'est différent parce que c'est vrai qu'il y a des décathloniens qui ont tendance à prendre du recul. Enfin, je parle de décathloniens, mais dans tous les sports, c'est un peu pareil. Donc, il y a aussi des brèches qui s'ouvrent. Il y a moyen d'aller chercher de belles places aussi. Donc, voilà. Après, à nous de saisir l'opportunité.
Pour l'instant, je me concentre sur l'année olympique. L'année post-olympique, on verra en 2021. Pré-olympique, je voulais dire pré-olympique en plus. Ouais. L'année pré-olympique, Ouais. on la gère. On est entre les deux là. On est donc entre il les faut deux, choisir. oui, Voilà, non, c'est je disais ça. pré-olympique, oui. C'est pour ça. Alors l'année pré-olympique, on la gère différemment, effectivement, qu'une année post-olympique, puisqu'en général, c'est vraiment une année importante et une étape importante dans la perspective des Jeux olympiques. Donc vraiment, voilà, 4 ans c'est court, mais 2 ça l'est encore plus. Donc il y a vraiment plus de temps à perdre. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour performer. Et être performant aux Jeux olympiques, c'est aussi avoir mis tout en œuvre avant, et notamment sur l'année pré-olympique, pour être performant. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Kevin Mayer, qui est un bon ami à toi. C'est vrai qu'en France, il y a une tradition plutôt sympa avec ces épreuves combinées. On se souvient Christian Plazia notamment, d'autres. Et on a quand même des beaux champions ici sur le drapeau. Donc c'est une belle relève ici. C'est sûr qu'on a vraiment de bons décathloniens. On a quand même une culture des épreuves combinées en France qui est assez développée. On a une très belle densité. En 2016, on avait eu, je crois, 6 décathloniens à plus de 8000 points. Donc c'est quand même quelque chose qui parle un peu aux connaisseurs. Voilà, maintenant, à nous de faire en sorte que ça se perpétue. Je suis sur Grenoble, qui est aussi un bassin riche en combinards et en athlètes qui font des épreuves combinées. Donc voilà, c'est quelque chose d'important et c'est important de transmettre ces valeurs-là aux plus jeunes pour qu'ils aient envie aussi de faire des épreuves combinées plus tard et qu'on continue à avoir du monde. Et alors, tes parents t'ont laissé lancer. Ils en Tout à disent quoi fait. aujourd'hui? Est-ce que tu les consultes? Comment ça se passe? Mon père continue à m'entraîner en lancer, Ouais. donc je le consulte à chaque séance de lancer. Ouais. Il était surtout spécialiste du poids de tous les lancers en fait? Il javelot, était avec ta main. spécialiste de tous les Ok. lancers, peut-être un peu plus sur le lancer du disque et le lancer du poids. Mais bon, voilà, il a des compétences dans tous les lancers, donc c'est lui qui me suit à ce niveau-là. Et puis ma mère, effectivement, ne se prive pas de me faire un petit retour sur mes séances de javelot quand elle a l'occasion de me voir lancer. Voilà, je suis toujours demandeur de conseils parce que je pense que c'est important de prendre des avis extérieurs auprès de tout le monde. Et voilà, il n'y a pas de bons ou de mauvais conseils, il n'y a que des conseils, après on les prend ou pas. Mais voilà, c'est un peu l'objectif que j'ai, c'est de prendre un maximum de retours. C'est pas difficile aussi cette relation avec son papa en tant qu'entraîneur. Comment on accepte les conseils? Est-ce que des fois, ce qui peut se passer à la maison, ce qui peut se passer sur le stade, est-ce que ça peut rejaillir un petit peu dans votre relation? Forcément, il y a eu des moments un peu compliqués. Mais voilà, c'était surtout quand j'étais adolescent, en fait. Et effectivement, un ado, c'est déjà difficile à gérer. Alors quand on est le père et l'entraîneur, et puis que des fois, on a du mal à faire la part des choses. Et puis le fils aussi a du mal à faire la part des choses entre le moment où il est athlète et le moment où il est enfant. Voilà, ça a posé quelques soucis, effectivement. Mais très vite, on a trouvé des solutions. Et très rapidement, on est tombé d'accord sur le fait que, en fait, on aimait bien travailler ensemble et que ça servait à rien de se pourrir la vie pour des broutilles. Et voilà, on est rapidement passé à des choses très positives. Et voilà, ça fonctionne très bien. Et c'est un vrai plaisir que de pouvoir partager ça avec son père au quotidien, quoi. C'est super sympa. Puis tu seras ni le premier ni le dernier d'ailleurs dans ce cas. Voilà, c'est souvent. ça. C'est une tradition familiale l'athlète. Effectivement, c'est possible. Après, je ne forcerai personne à faire de l'athlétisme, mais je les encouragerai vivement, c'est tout. En tout cas, ne serait-ce qu'à petit niveau, ça entretient la forme. Effectivement. Absolument. Merci beaucoup, Bastien. Donc, on croise les doigts pour toute cette saison en salle. Et puis, on a hâte de te retrouver. On l'espère, bien sûr, au JO de Tokyo. Eh ben, j'espère aussi qu'on se recroisera avant les JO de Tokyo et puis après pour fêter une médaille. Oui, ça marche. Merci à toi et merci à vous.